Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je poursuis sur la chaîne ma rétrospective du cinéma de Marcel Carné, qui sera évidemment incomplète, mais je parle ici de ses plus grandes œuvres. J'ai commencé pour un petit peu me chauffer avec Drôle de drame, j'ai poursuivi avec Le Quai des Brumes, Hôtel du Nord, et donc c'est tout naturellement que j'en arrive à Le Jour se lève, sorti en 1939, où le metteur en scène retrouve son dialoguiste préféré, Jacques Prévert, par rapport au Quai des Brumes. Hôtel du Nord, je crois qu'il était à l'étranger au moment où ça s'est fait. Le scénario, par contre, est écrit par un certain Jacques Viaud, qui était son voisin, et c'est lui qui aura l'idée de cette structure en flashback, d'ailleurs. Au casting, nous retrouvons, tiens, aussi par rapport au Quai des Brumes, Jean Gabin dans le rôle principal. Arletty est là aussi, mais dans un rôle bien plus secondaire que celui dans l'Hôtel du Nord. Et pour donner la réplique amoureuse, si on veut, à Jean Gabin, nous avons Jacqueline Laurent, tandis que son ennemi naturel, dans ce potentiel triangle romantique, c'est un peu plus complexe que cela, enfin, c'est pas le sujet principal, en cas, oui et non. Bref, nous avons Jules Berry, qui était un grand acteur du muet, et qui, dans sa gestuelle, dans son phrasé, en a inspiré plus d'un, et j'ai pensé parfois à Jean-Paul Belmondo sur certains moments, et en effet, j'ai vérifié après, c'est le cas. Bébel lui doit beaucoup. Dans un rôle très secondaire, nous avons aussi Bernard Blier, qui est un des collègues de travail de ce personnage principal joué par Jean Gabin, qui est un ouvrier sableur prénommé François. Et que lui arrive-t-il à ce monsieur? Dès le début, d'emblée, voilà, dans cet immeuble, là, qui a inspiré aussi d'autres réalisateurs, que ce soit pour les intérieurs, peut-être Citizen Kane, mais c'est plutôt dans la structure à flashback, on y reviendra sur ça. Sur sa structure vue d'extérieur, c'est plus Caro et Jeunet pour Délicatessen. Bref, que lui arrive-t-il à François dans cet endroit? Eh bien, il va commettre l'irréparable. Il va tuer un certain Valentin, donc son rival, et celui-ci dévale les escaliers et tout cela, c'est un truc en hauteur. Et donc François ensuite va se barricader dans cette chambre, alors que la police veut qu'il se rende, quoi. Et donc son destin est inéluctable. Pourquoi en est-il arrivé là? C'est pas forcément ce qui va lui arriver après qui est le plus important. Et donc on va, à travers ses souvenirs, remonter un petit peu le temps, arriver à cette rencontre qui va tout changer avec François et Françoise, qui vend des fleurs. Voilà, une fleuriste qui intervient dans une usine où on travaille donc le sable. Gros contraste d'emblée, mais les deux matchent très vite. Il y a une sorte de magnétisme entre les deux, oui. Ils sortent ensemble, mais il s'avère que Françoise, apparemment, aurait une relation avec un dresseur de chiens qui donne un spectacle qui s'appelle Valentin, plus âgé et plus extravagant et peut-être plus haut socialement aussi, puisque, comme souvent avec Marcel Carné, enfin, à cette époque c'était vraiment le cas en tout cas, on est dans le réalisme poétique, alors poétique pour des choses où, à travers la caméra et le cinéma, mais parce que là on touche au social. Alors sur le Quai des Brumes c'était particulier, des gens comme Renoir, Jean Renoir, avaient critiqué le fait que socialement c'était... Bon là, c'est pas forcément non plus le premier degré, mais on voit direct que dans sa condition d'ouvrier, François, il est un petit peu aveuglé par certaines choses. À un moment il dit que le travail libère, ce qui est terrible, alors qu'on est avant la Seconde Guerre mondiale. Non, mais il en est l'esclave dans cette boucle-là, et au final, ce fatum, cette tragédie ultime qui va faire qu'il va tuer quelqu'un, on sent que ça devait finir par arriver avec ce poids social. Ici, Gabin ne joue plus un déserteur qui fuit pour une autre vie, il joue quelqu'un qui reste ancré dans sa vie et qui va s'enfermer. C'est un petit peu deux échos inversés. Ce qui est passionnant, c'est que oui, on est plus proche ici du Quai des Brumes que de l'Hôtel du Nord. Pas forcément à cause des dialogues avec le retour de Jacques Prévert, mais dans l'ambiance. C'est pessimiste. C'est vraiment quelque chose où on sait que d'emblée il se passe quelque chose de grave, de dramatique, mais on sait que ça ne se terminera pas bien. C'est fatal. Et on avait ça dans le Quai des Brumes. Hôtel du Nord, c'était particulier parce que ça jouait aussi avec la mort, mais il y avait plus de vie, et peut-être plus d'espoir, plus de personnages aussi. Là, on recentre les choses, et Marcel Carné, en revenant à cela, réussit pour moi un petit paradoxe. Bon, et franchement, Drôle de drame, j'avais apprécié, mais c'est pas le meilleur. Les deux autres que j'ai vus après, Hôtel du Nord et le Quai des Brumes, je les avais beaucoup aimés pour deux choses différentes. Mais j'avais un affect plus fort avec Hôtel du Nord. Mais là, en revenant un petit peu sur une idée, d'ailleurs c'est parce que l'hôtel c'est un huis clos, mais c'est pas vraiment un huis clos parce qu'on voyageait sur certains espaces, c'était très studio quand même. En revenant sur une idée plus fermée, le film m'a beaucoup touché. Parce que Jean Gabin il est extraordinaire aussi, ça c'est certain.
mais dans ce qui se passe là, moi j'aime beaucoup ce genre d'histoire tragique qui essaye de nous faire comprendre les origines du mal, hein, parce que oui, là il y a un mal, il y a un meurtre, de toute façon c'est comme ça, hein, et voir à quel point tout s'écrit et tout s'inscrit dans une boucle. Et le film est d'une simplicité, d'une sobriété alarmante qui confère encore plus le côté poétique, tragique de ce réalisme-là. On voit cette lutte intérieure d'un gars qui il est enfermé dans son petit train-train, il n'en est pas hyper malheureux, mais on sent quand même que ça le frustre. Il rencontre cette fille dans un cadre, voilà, c'était pas prévu, c'est le coup de foudre, c'est extraordinaire, mais très vite, quelque chose va le ramener à sa réalité de quelqu'un qui est en bas de l'échelle, qui n'est pas forcément à l'aise avec les mots, même s'il y a des punchlines dans ce qu'il dit, c'est assez fort, et donc il va affronter ce rival-là, ce bonimenteur, homme de spectacle, qui s'est embourgeoisé aussi. On a quelque chose d'assez fort, parce que normalement artistique comme ça, c'est au-delà donc de ces conditions sociales trop élevées, mais lui, le personnage de Valentin, il est un peu un mix des deux qui le rend profondément détestable, et on sent que cette idée-là est posée. Et ainsi, Marcel Carné, son scénariste, Jacques Prévert et tout ça, nous font, nous spectateurs, entrer en empathie avec quelqu'un qui a quand même tué, on le sait dès le début. Ça, c'est fort, parce que le film, c'est difficile de nous faire aimer quelqu'un qui commet un meurtre. Mais on va essayer de le comprendre. Et on comprendra vers la fin, d'ailleurs, que c'est encore plus tragique dans la fatalité. Je ne vais pas vous faire un destin sur la conclusion. Je ne vais pas faire de spoiler, c'est pas le plus important ici. Et alors, jeu des décors. Comme d'habitude, Alexandre Trauner qui s'occupe donc en studio de certaines choses. Autant l'intérieur que les points de vue extérieurs sont remarquables. Alors, je parlais de Caro Jeunet. Il y a aussi pour cette pièce où il va être enfermé, où on va donc voir ses souvenirs, un procédé qui était très novateur à l'époque, où on tournait souvent donc sur des décors où il y avait 3 côtés, quoi. Le fond et là. Et puis il y avait les caméras et c'était ouvert, il y avait le studio, quoi. Sauf que là, non. Carnet et son équipe technique ont fermé une caméra alors qu'ils tournent très souvent autour, donc il y a les 4 murs, ce qui paraît anodin quand on le voit aujourd'hui forcément, mais replacé dans le contexte, vous voyez un peu les déplacements, il y avait quelque chose de virtuose et de rare, or évidemment plein extérieur où ça se faisait déjà pas mal, mais ici sur de l'intérieur comme cela, il y a quelque chose d'assez unique pour donc 1939, ce qui renforce l'enfermement et les méandres psychologiques. En plus des fois, il y a le mur qui le reflète, c'est-à-dire le miroir, et on insiste là-dessus. Et je pense à Citizen Kane pour les flashbacks, ça c'est sûr, que je pense que même Orson Welles en avait parlé, mais c'est amusant, parce que Orson Welles, il rajoutera le 5e mur, si vous voulez, enfin le plafond. Il sera le premier à filmer vraiment le plafond, en tout cas dans un film mainstream et sur beaucoup de plans et tout, de scènes. Donc c'est marrant, vous voyez, ici Carnet rajoute un 4e côté et Orson Welles suit, c'est le plafond. Mais je crois, même c'était probablement ouvert comme ça, il n'y avait pas les 5. On ne voyait pas la caméra qui tournait souvent, je pense, dans les trucs, quoique en intérieur, à vérifier. Donc c'est passionnant, voilà l'évolution du cinéma, quoi, ici sur des petits détails qui paraissent totalement... comme ça, frivole de nos jours, parce qu'on voit tellement de films avec tous les procédés techniques depuis des décennies et des décennies, mais là, pour l'époque, il faut se poser un peu dessus, quoi. Et donc, évidemment, ça renforce ce sentiment-là. Les procédés de flashback qui sont assez passionnants, et c'est un peu dans ce réalisme poétique, c'est-à-dire qu'on est, paf, dans la terrible réalité de ce qu'il vient faire, toute la nuit qui passe, la lumière qui est sur ses yeux, où il regarde l'extérieur, enfin, il est dans un traquenard, quoi. Mais hop, le passage en fondu, tout ça pour arriver dans ses souvenirs, pour l'époque aussi, c'est vraiment bien. Mais je pense que Jean Vigo aussi travaillait là-dessus un peu. Enfin, ce cinéma, j'ai l'impression avec Carnet, c'est pour ça que j'aime beaucoup son cinéma, c'est qu'il poursuit là où Jean Vigo serait peut-être allé. Donc je suis assez touché. Jean Vigo, vous savez, c'est ce réalisateur qui n'a fait qu'un long métrage, La Talente, qui a fait aussi des courts intéressants, documentaires même, mais qui a été fauché en pleine gloire potentielle, quoi. Et donc, après, ce qui se passe, c'est ce qu'on voit dans le passé. Il y a plein de petits détails qui ramènent aussi le personnage de Jean Gabin à une forme d'adulte-enfant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est enfermé depuis toujours dans son train-train. Et Françoise voit en lui un enfant, elle lui donne cette peluche, cette idée. Donc il est déconnecté aussi d'une sorte de responsabilité réelle, ce qui va faire qu'il va briller. Mais c'est surtout qu'est-ce qu'il peut faire face à ce monsieur qui
voilà, ce Valentin, là, ce bonimenteur, ce grand parleur, qui va même inventer un truc. Alors, on n'est pas loin du Glock, hein, du coup. Ça fait faussement incestueux à un moment, mais en fait, c'est juste du mensonge. Ce monsieur qui a décidé de posséder Françoise et qui veut éloigner François pour ses raisons personnelles, mais parce qu'il ne serait pas assez bien pour elle, parce qu'il est en bas, quoi. Et ça, c'est tragique aussi. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui sont au plus bas de l'échelle sociale, un ouvrier sableur, quoi, et qui ne pourrait pas obtenir, on va dire, son bonheur à lui, parce que il ne pourrait pas, soi-disant, par sa condition, rendre heureux une femme. C'était quand même d'une violence quand on y pense, et le film joue là-dessus. Et il y a aussi donc l'ex-partenaire, ou celle qui a envie d'être l'ex-partenaire de Valentin dans ce spectacle canin. En plus, visiblement, il maltraite les animaux. Enfin, bon, qui essaye d'être l'allié de Valentin et de François. Donc joué par Arletty, c'est passionnant de l'avoir joué ici un rôle plus secondaire. Même quand on a un petit clin d'œil, elle va parler, c'est pas atmosphère, mais rappelez-vous, une gueule d'atmosphère ici, là, elle dit j'ai une gueule à faire l'amour, à des souvenirs. Bon, on voit bien que dans le dialogue, là, alors Prévert, qui a peut-être dû aimer Hôtel du Nord entre-temps, qui rend hommage peut-être à Henri Janson ici, qui avait créé la réplique atmosphère, fait ici donc un petit parallèle qui m'a beaucoup amusé sur le moment, parce que tu sens que c'est là pour ça. Donc ouais, c'est un film qui peut paraître beaucoup plus, comment dirais-je, simpliste que les deux précédents, mais pas du tout. Et puis bon, dans ce réalisme social-là, on est quand même dans un truc beaucoup plus huis clos et étouffant, même si le Quai des Brumes, c'était ça aussi, quand même. Il y a les flashbacks qui ouvrent et qui désépaississent l'atmosphère, mais on sent que comme c'est du passé, que c'est terminé, quoi, c'est irréversible, c'est encore plus pesant. Et il y a aussi une forme de brume dans le film. Alors peut-être pas par les volutes de fumée de la dernière cigarette la nuit avant que le jour se lève. Le jour se lève, il va se lever pour finir un petit peu l'arc, hein, ici. C'est assez tragique comme titre aussi. Et à la fin, j'en dis pas plus, mais il y a une autre forme de brume qui intervient quand tout s'arrête. C'est le dernier plan est très fort là-dessus, parce que ça peut renvoyer au Quai des Brumes. Mais là, on n'est plus sur un quai, c'est plus vraiment de la brume, mais la fin est tout aussi plombante, d'une manière ou d'une autre, c'est le cas de le dire aussi là. Bref, voyez-le, Le jour se lève. C'est peut-être pas le plus connu des Marcel Carné, mais c'est souvent le plus réputé, l'un des plus réputés parmi ceux qui sont spécialistes de sa filmographie. Et à minima, je vais en évoquer un autre très bientôt, qui fête ses 80 ans. Bon, vous pouvez deviner lequel. Je vais juste sauter celui qui est entre les deux, peut-être que je le verrai une autre fois. Et après, il va être question peut-être de ce qui est son chef-d'œuvre absolu, je n'en sais rien. Mais en attendant, n'hésitez pas à dire en commentaire vos souvenirs et vos, comment dirais-je, appréciations envers ce jour-là qui se lève et qui peut-être va bientôt se coucher au moment où cette vidéo va être publiée. Allez, à la prochaine, ciao!